Et voici, sans plus attendre, sans transition, et sans éditorial, parce que j'ai pas pensé à le rédiger, mais je vais en dire deux mots quand même, le comportement animal. Nous sommes entourés, nous, êtres humains, de plein d'animaux. Il leur manque que la parole, dit-on souvent, et on a l'impression qu'on est capable de lire dans leurs intentions, dans leurs émotions, et en fait, on a ce qu'on appelle des attributions. On a tendance à attribuer aux animaux des états mentaux qui sont humains, et on a forcément tort, et Maxime pourra nous dire encore on a tort, de penser que, oh regarde-le, on voit qu'il est triste, oh là, il se sent coupable, il sait qu'il a fait une bêtise, etc. On a tendance à être comme ça, et puis on a beaucoup de gens qui sont tout seuls avec leur animal de compagnie, qui traitent un peu comme un enfant, et sans doute que c'est pas non plus bien adapté à qui sont les animaux. Et donc pour voir un peu quelles sont les mauvaises pratiques qu'on a les uns et les autres avec nos animaux, peut-être des petits trucs sur comment on peut améliorer, comment on peut mieux comprendre l'animal qu'on a avec soi et pas lui attribuer des états mentaux qui ne sont pas les siens. On va en parler avec lui, il va nous dire ce que c'est que son métier. Il est comportementaliste canin, il est coach canin. Il nous dira peut-être deux petits mots de son expérience sur France 3. Rappelez-vous, G. Graham a fait une vidéo sur un problème où une émission de France 3, dont j'ai oublié le nom, avait invité Stéphane Alix pour parler de son bouquin qui dit que la mort n'existe pas. Et puis, Maxime, il a fait un sujet dans son domaine sur les animaux, mais en parlant des médiums pour animaux, et on l'a viré. Donc, il pourra nous en dire deux mots s'il a des nouvelles. Et puis, on parlera des pseudosciences, justement, dans son métier, parce que le bien-être animal, il n'y a pas que des gens sérieux qui travaillent là-dedans, donc il y a aussi un peu du n'importe quoi, donc il pourra nous en parler un petit peu. Il est avec nous. Est-ce que tu peux nous parler, Maxime ? Bonjour tout le monde. Et on t'entend, je crois. Donc si le son n'est pas très bon, dites-moi, j'essaierai d'améliorer, mais a priori le son est de bonne qualité. Est-ce que j'ai dit une bêtise dans mon non-éditorial ? Non, du coup, pour le coup, moi ça me va très bien. Il n'y a pas de problème. Si, t'as dit que j'étais coach canin et j'aime pas ce mot-là. Moi j'ai vu, je suis éducateur canin. C'est un très beau métier et qui se suffit sans forcément rajouter des tas de variations autour. Très bien. Alors, du coup, c'est quoi ce métier d'éducateur canin ? Voilà. Alors, c'est un métier où on va aller aider les gens qui se posent des questions ou qui rencontrent des difficultés avec leur animal de compagnie, notamment leur chien. Donc, le gros du métier maintenant, pour moi, j'ai de la chance, c'est surtout des gens qui viennent d'adopter un chiot, leur premier chien notamment, ils se posent des questions. Donc, je vais aller chez eux pour les aider à aménager l'environnement pour l'accueil du chiot. On va aussi parler des besoins fondamentaux de l'animal, de la façon de communiquer avec son chien, des méthodes d'éducation. Après, je fais aussi beaucoup de cours collectifs pour dispenser des cours à plusieurs personnes en même temps. Ça permet de réduire le coût pour les gens. Ça permet aussi pour les chiens de travailler en présence de congénères, de travailler sur la socialisation, de ne pas être mis non plus avec n'importe quel chien. Parce que tous les chiens n'ont pas la même façon de communiquer, la même tolérance aux congénères. Donc le fait de le faire dans des cours qui sont encadrés, ça permet d'éviter au maximum qu'il y ait des accrochages, quoi. Voilà. Et après, bien sûr, une partie du métier, c'est de s'occuper des gros problèmes de comportement, donc les chiens agressifs, les chiens qui détruisent, les chiens qui ont des tocs, les chiens qui ont des problèmes psychologiques, et d'aider leurs humains à vivre avec ces chiens-là. D'aider leurs humains. Est-ce que c'est vrai qu'un chien, ça se sent seul ? Parce que on a l'idée que les chiens sont des dérivés tripatouillés de loups. Si vous voulez voir la sélection artificielle à l'œuvre, regardez un chien. Quand les loups, il y a 30 000 ans, se rapprochaient d'un premier campement humain, ils n'imaginaient pas qu'il y aurait un chihuahua à l'arrivée. C'est quand même, on les a quand même bien tabassés. Donc on a cette idée qu'ils vivent en meute. Est-ce qu'un chien s'est fait, entre guillemets, pour vivre avec d'autres chiens ? Alors, le chien est un animal social. On a tendance à parler d'animal social obligatoire. C'est le chien, contrairement au chat, qui est un animal social facultatif. Oui, c'est sûr. Voilà. Cependant, effectivement, quand on voit à quel point la sélection artificielle a modifié ne serait-ce que l'apparence des chiens, une partie du comportement étant liée à la génétique aussi, oui, la sélection artificielle a aussi modifié le comportement. Donc on a des animaux certains chiens qui peuvent être très 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 sociaux,
et vraiment avoir besoin d'être avec des congénères, et d'autres chiens qui acceptent beaucoup plus facilement d'être seuls, voire certains chiens pour qui être avec d'autres congénères est plutôt stressant, en fait. Oui, Bon, c'est un peu comme les humains. Il y a des humains d'accord. qui Donc vont en ça boîte tous les dépend. soirs, C'est une et des réponse, chiens, et des humains, pardon, qui commencent à stresser dès qu'il y a plus de 5 personnes chez eux, quoi. c'est une réponse de Normand. Alors, Pavlik, j'indique que tu n'es pas vétérinaire. Non. Je recevrai les vétérinaires, je suis en contact avec eux pour parler du bullshit dans leur métier en tant que tel. Donc là, on va parler du bullshit, parce qu'on va en parler aussi. Alors, je me dis tout ce qui est éducation, communication, mais pas sur la santé euh, en tant que tel. Donc, si jamais, quand quelqu'un vient te voir avec un chien et qu'en fait c'est un problème de santé, comment tu le détectes? Comment tu sais aiguiller les gens vers un vétérinaire? Alors, de base, j'ai une formation en éthologie. Donc l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal, c'est une filière de la biologie, avec un petit bout de psychologie aussi dedans, enfin bien 20-25% quand même. Ce qui fait que quand je vois un comportement qui pourrait avoir des origines liées à la santé, bah, tout de suite je redirige vers le vétérinaire. Voilà. Ouais. Après, si j'ai l'impression que c'est plus lié au mode de vie de l'animal, à la façon dont il interagit avec ses humains, euh, là je vais plutôt directement commencer le travail. Voilà. Ou quand je sens que j'arrive à certaines limitations par l'éducation simplement, bah là je vais aussi rediriger vers un vétérinaire spécialiste du comportement animal. Le nom de ta chaîne YouTube, c'est comment? Question d'éthologie. Question d'éthologie, donc vous pourrez aller vous abonner. J'essaierai de penser, enfin, il faudra que je fasse, à mettre le lien dans la description pour que les gens qui vont regarder le replay puissent le voir. Donc voilà, donc toi, tu as été formé, mais tu as été formé comment? C'est-à-dire que ton job pour le faire, est-ce qu'il faut un diplôme obligatoire? Est-ce qu'on peut avoir confiance quand quelqu'un se dit éducateur canin? Ou est-ce que c'est pas toujours. Et voilà. Et on se forme où? Dans quelle école? Dans quelle fac? Alors, non, il faut pas faire confiance à quelqu'un qui se dit éducateur canin, puisque le seul papier, moi j'ai du mal à appeler ça un diplôme, le seul papier qui est obligatoire pour faire ce métier, c'est un papier qui s'appelle l'ACACED. Et en fait, c'est une formation, ou plutôt une information de 3 jours, qui est commune aux gens qui veulent faire éducateur canin, aux gens qui veulent faire éleveur, aux gens qui veulent travailler avec des chats, aux gens qui veulent transporter des animaux, et c'est essentiellement une formation juridique. Il y a très très peu de choses sur le comportement animal. Donc légalement, quelqu'un qui a juste ce certificat peut être éducateur canin. Encore heureux, l'immense majorité des gens qui veulent faire ce métier essayent de se former. Ils vont payer des formations qui sont très souvent très chères, hein. On parle de 4, 5, 6, 7 000 euros au niveau des formations pour la majorité. Formations qui sont au mieux des formations pour adultes, hein, qui sont réparties sur un an, mais quand les formations sont vendues pour un an, en vrai, il s'agit souvent de 8 semaines euh, Oui. sur le site de formation, et le reste, c'est de la formation à distance. Pour ma part, j'ai eu la chance de trouver ma voie il y a très longtemps, quand j'étais encore au lycée. Déjà à l'époque, j'étais pas convaincu par les offres de formation qui existaient, et je me suis dit, je préférerais avoir un vrai diplôme en guise de sécurité. Donc j'ai fait une licence en biologie animale, que j'ai fait à l'université de Toulouse, à Paul Sabatier. J'ai ensuite enchaîné sur un master en comportement animal et humain à l'université de Rennes. Et après, je me suis essayé à un doctorat à l'université de Budapest, doctorat que je n'ai pas eu, que j'ai abandonné en début de quatrième année. Voilà. Mais là, si je commence à me lancer là-dedans, on va partir très très C'est loin. Et au niveau formation avec les chiens, pendant mes études, j'ai participé en tant qu'adhérent à un club d'éducation bénévole et je suis devenu moniteur dans ce club par parrainage des anciens et par la suite validation de la Société Centrale Canine qui est l'association qui gère vraiment tout ce qui est autour des chiens en France. d'accord. Mais Donc c'est toi, surtout une formation de terrain auprès des anciens. voilà. Et donc maintenant, tu es vraiment dans le chien, dans le canin. Est-ce qu'il y a un métier équivalent pour les chats ou est-ce que c'est uniquement pour les forces du mal? À mon avis, c'est uniquement pour les forces du mal. Mais plus sérieusement, oui, oui. Il y a ce qu'on appelle les éduchateurs.
qui existent. Je ne sais pas s'ils arrivent à beaucoup travailler parce que malheureusement, beaucoup de monde considère que le chat, c'est un animal semi-sauvage et qui ne s'éduque pas, Ouais. alors que on peut avoir des chats qui sont vraiment difficiles à vivre, des animaux aussi qui peuvent être dans un état de mal-être parce qu'on leur offre un environnement qui n'est pas adapté à leurs besoins. Et donc, si vous rencontrez des difficultés avec votre chat, n'hésitez pas à essayer de trouver quelqu'un. Ça peut vraiment aider. Il y a aussi des gens qui sont très bien là-dedans. D'accord. Parce que il se dit, et j'ai tendance à le croire, que le chat s'est domestiqué tout seul, là où le chien, on l'a quand même. Parce que le chat ancestral et le chat actuel se ressemblent beaucoup, alors qu'au niveau du chien, on l'a vraiment. On a été sans pitié, quoi. Ouais, déjà, le chat est arrivé dans le milieu humain beaucoup plus tard. Si je me trompe pas, c'est vers moins 6000 que le chat a été domestiqué, ou moins 4000. Et que le chien, ça fait entre 12 et 30 000 ans qu'on vit avec, donc on a eu beaucoup plus le temps de faire du Ouais. mal. Ensuite, le chat étant un animal social facultatif, il est moins dépendant de sa relation à l'humain. Donc on a un peu moins fait effectivement de sélection dessus, mais mine de rien, aujourd'hui, on a quand même une cinquantaine de races de chats qui existent. Il y a des machins sans poils, il y a des machins avec trop de poils. Ça, c'est quand même aussi très éloigné du chat Oui, non, sauvage c'est sûr. classique, quoi. Mais dans la morphologie, c'est vrai qu'on a quand même moins de variations. Enfin, en tout cas, la gamme de variations est quand même moins importante, ne serait-ce qu'en termes de Oui, taille. ça va. Voilà. C'est sûr que chez le chien, on va de à peine 1,5 kg à 120 kg, et que chez le chat, ça va de 2 kg à 15 kg. Il y a 120 quand même une bonne kilos, variation aussi. c'est quelle bête qui fait ce poids-là? 120 kg, Ouais. on a certains mastifs et certains Saint-Bernard qui peuvent faire ces poids-là. Là, on rentre dans mon métier à la limite de l'équitation, par contre, hein, mais Oui, d'accord, oui, c'est ça. C'est les gros animaux. Euh, donc, dans ton métier, pas de diagnostic, pas de prescription. Alors, c'est quoi les indications? Tu as déjà évoqué, mais en gros, le gros du métier, c'est pour quel type de problème? Et sans que tu nous donnes les ficelles pour que les gens se passent de ton métier, mais souvent, c'est quoi les types de solutions? alors, donner les ficelles, ma chaîne YouTube, je la fais pour donner toutes mes ficelles, hein. C'est pas une vitrine publicitaire, ma chaîne Bah oui, YouTube. mais du Je coup, ne après, parle tu jamais n'auras du plus nom de de mon métier. entreprise. Pardon? Tu n'auras plus de travail si tu donnes tout comme ça. Si, il y a pas de Mais c'est que souci. moi, je parle des biais, mais je donne pas les solutions. Je les garde pour moi et je les vends. C'est pas vrai, hein. Bah oui. Non, mais c'est ça. Enfin, moi, je pense que le savoir c'est important que les gens soient au courant. Et puis, il y a des gens de toute façon qui habitent trop loin pour que je puisse jamais les aider. Donc, si ce que je raconte peut les aider directement, tant mieux. Et les gens qui sont autour de Montpellier, quand ils bloquent, ils viennent me voir et ça me fait quand même du travail. D'accord, Voilà. donc tu fais la concurrence aux autres, mais pas à toi. Ça peut pas mal. Alors du coup, voilà, en gros, voilà, les grandes raisons pour lesquelles on vient de voir. Alors, les grandes raisons, comme je disais tout à l'heure, ça va être soit l'éducation du chiot. Donc là, c'est juste de la formation des maîtres et de l'information des maîtres sur les besoins de leur chien. Et après, au niveau des problèmes de comportement, le plus fréquent, c'est le chien qui détruit quand il est laissé seul, le chien qui aboie trop au portail, et bien sûr, les problèmes de chiens agressifs. Voilà. Alors le chien qui aboie trop au portail, on va dire, voilà, c'est quoi la Mhm. solution? Pour qu'on voit un Alors, peu il y a comment tu... plusieurs solutions. Première chose, ça va être de se poser la question de pourquoi est-ce que le chien aboie. Donc d'émettre des hypothèses par rapport à pourquoi ce chien peut aboyer. Ensuite, on met en place un protocole euh, qui est censé aider le toutou, et puis on voit comment ça évolue. Donc un chien qui aboie, le plus fréquent, c'est des chiens qui s'ennuient et qui vont s'auto-renforcer et aller aboyer. C'est-à-dire qu'un chien qui manque euh, de dépenses énergétiques, son corps continue de produire assez d'énergie pour aller à la chasse, pour se nourrir, pour explorer son environnement, rencontrer des congénères. Et si on le sort pas, il va trouver de quoi s'occuper. Et le fait d'aboyer au portail quand quelqu'un passe, ça va le défouler en soi. Et en plus, vu que chaque fois qu'il aboie après quelqu'un au niveau du portail, la personne s'en va, le chien se dit, ouais, j'ai réussi à défendre Oui. cette zone et à mettre en fuite quelque chose. Voilà. Parce que Je me le chien, il n'est souviens pas au courant que le voisin, des il avait petits... juste prévu de rentrer chez soi Oui. sans s'arrêter devant chez nous, quoi. Quand j'allais à l'école petit, je me souviens dans le village d'une petite saloperie qui devait faire que 4 kilos, qui hurlait partout, machin, et qui avait l'air très sûr de lui. Mais moi je passais, je ne l'ai pas m'arrêter, et qui avait l'air très heureux, une fois qu'on était passé, très fier d'avoir défendu son territoire, en effet. Bah oui, et il avait raison, vu que grâce à ses aboiements, il a réussi ici à t'éloigner tous les jours. Donc Vous c'est il est très fort, ce petit voyez, toutou. la corrélation illusoire, chers amis, eh ben, les chiens, peut-être, en sont victimes également.
Bah, il y a Euh, tout ce qui est comportement superstitieux chez les animaux qui est aussi très intéressant et ah, ça en fait partie. oui, Skinner et compagnie. Et donc, on croit ça chez les chiens de la superstition? Il y en a beaucoup. Alors Chez, vas-y. chez tous les animaux, en fait, il suffit de ce qu'on appelle une erreur de contingence, et puis le chien peut croire que tel événement est lié à, à Bon, telle ça rappelle conséquence, la alors que pas cloche du tout. de Pavlov, le chien qui se met à saliver quand la cloche arrive, parce qu'il l'associe à la nourriture alors qu'il n'y en a pas. Mais dans la vie de tous les jours, à quoi ça ressemble? Ah bah dans la vie de tous les jours, il y a encore malheureusement certaines personnes, par exemple, qui travaillent l'éducation des chiens avec des colliers électriques. Hmm. C'est-à-dire que c'est des colliers, on a une télécommande qui peut envoyer un signal à plus de 300 mètres, et quand on appuie sur un bouton, bah on envoie une stimulation électrique au chien. Alors c'est pas un arc électrique, hein. Au Oui. niveau de la stimulation, si vous avez déjà essayé des appareils de stimulation musculaire, Oui, c'est le même genre de j'en choses. porte constamment sur moi pour être extrêmement bien gainé. Et donc le chien prend un choc. Le problème, c'est que le chien part un peu loin. Il se promène, il va vers des gens. Le maître appelle, trouve que son chien ne revient pas assez vite, envoie une stimulation électrique. Le chien Hmm. peut tout à fait croire que la sensation de douleur qu'il perçoit est liée aux gens qui sont à côté de lui. Le problème, c'est qu'un chien qui a mal, il peut fuir, se tétaniser ou agresser. Eh oui. Et du coup, s'il agresse et que les gens bah, ont peur, parce que si c'est un toutou de plus de 20 kilos, ça peut être impressionnant, il peut comprendre, d'accord, les gens sont potentiellement dangereux et l'agression est une stratégie qui est efficace pour mettre à distance. Eh oui, Alors que voilà, le choc électrique n'était pas lié, dans la tête du maître en tout cas, aux gens qui étaient là-bas. bien sûr. Oui, Donc donc, faut être, c'est ça la difficulté du métier, c'est toujours pas de se demander qu'est-ce que je veux apprendre à mon chien, mais qu'est-ce que mon chien croit que je suis en train de lui expliquer. Donc on alors essaie de se mettre un peu dans la tête du chien. j'ai une question générale. Après on dira un mot de France 3 si c'était du neuf, mais encore des questions juste de pure curiosité par rapport à ton métier. Dans quelle mesure nous prenons les chiens pour plus bêtes ou plus intelligents qu'ils ne le sont en fait? Comment on peut évaluer leur intelligence? Évaluer l'intelligence en éthologie, c'est un grand, grand champ, donc on n'est pas rendu si je commence à en parler. J'avais un prof que j'aimais bien et qui disait, on peut partir du principe que si un animal est vivant, c'est qu'il est intelligent. Voilà. On se moque souvent du poisson rouge. Bon, bah, on met un humain et un poisson rouge au milieu du lac Baïkal. On va voir qui est le plus intelligent et qui va s'en sortir le mieux. Voilà. D'accord. Donc a priori, si un animal a réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il s'en sort pas trop mal. C'est Après, bon, là, il y c'est a un peu un des abus pseudo-tests de QI. parce que Hmm. des plantes peuvent, ou des algues peuvent pousser dans le lac Baïkal. On va pas dire qu'elles sont intelligentes. Donc, les animaux sont adaptés, bien sûr, mais déjà chez l'humain, intelligence, c'est compliqué à définir. Donc, ma question, elle est forcément insoluble. Je sais bien, Hmm. mais parce que je me demande dans quelle mesure on les prend trop pour des crétins, ou au contraire, on leur attribue trop d'états mentaux qui sont pas vraiment les leurs. Tu vois? Alors, on a tendance vraiment à les considérer comme des crétins, de mon point de vue. Mhm. On se dit par exemple qu'un chien, si on n'agit pas immédiatement Ah oui, pas la sur un punition. comportement, que ce soit pour le renforcer ou pour le punir, il peut pas comprendre parce qu'il a la mémoire d'un poisson rouge. Non, il a une très 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 bonne mémoire, le chien. C'est juste une question de conditionnement et de contiguïté des renforçateurs. Euh, Pareil, on pense qu'un chien, il peut connaître, allez, au maximum 40 ou 50 mots. C'est une façon très à la mode de déterminer si un chien est intelligent ou pas, Ah alors que oui. les chiens les plus intelligents, ce qu'on appelle les chiens génies, peuvent retenir jusqu'à plus de 1500 mots. 1500 mots, On c'est sait le qu'ils niveau ont... d'un lycéen moyen, hein. Ouais, ouais, J'exagère, mais mais... ouais. Ok. Ouais, Non, quand même pas. Je crois qu'un humain, c'est 4 ou 6 000 mots pour ouais, maîtriser convenablement une langue. Mais les chiens sont très intelligents, on sait qu'ils ont une mémoire épisodique, on sait qu'ils ont une certaine perception d'eux-mêmes, une certaine capacité à être au courant de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ne savent pas. Je crois alors que le ça, plus gros attends, problème... c'est intéressant. Euh, tu peux développer ça, ce que ça veut dire? Désolé, ouais, je suis passé un petit peu vite. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Mhm. Donc, la cognition, bah, c'est la capacité à traiter des informations et à agir en conséquence. La métacognition, c'est avoir une certaine conscience de sa propre cognition, Mhm. de ce que l'on sait, de ce que l'on ne sait pas. Ça rentre dans la théorie de l'esprit, dans la conscience de soi.
Et c'est quelque chose qui est beaucoup regardé en éthologie. Et il y a des animaux qui s'en sortent plus ou moins bien. Mhm. Voilà. Mais, Et les chiens s'en mais par sortent rapport aux chiens, qu'est-ce que tu as comme résultat à nous donner ou comme exemple qui montre comme exemple. la mesure de ça? Alors, au niveau où on surestime peut-être les chiens, il y a un test qui est très commun en métacognition, c'est de placer l'animal face à un miroir Voilà. et de lui caler une petite pastille sur lui, un endroit qu'il ne peut pas voir. Mais quand il voit la pastille dans le miroir, il va dire c'est quoi ce truc sur moi, il va le retirer. Donc c'est un exercice qui marche très bien avec les dauphins, avec les éléphants, avec certains grands singes et avec les grands corbeaux. Oui. Par contre, quand on met un chien devant ça, pas de réaction. Donc le test Donc du on se dit, bon, miroir, bah, c'est pas très efficace. Et d'ailleurs, on a souvent sur Internet des vidéos de chiens ou de chats qui, devant un miroir, sont complètement nuts, quoi. Il y a, ils ne réagissent pas au miroir comme nous, on va dire. ils réagissent pas comme nous, mais il y a certains autres chiens qui réagissent comme d'autres animaux que l'on considère capables de se reconnaître. Ils vont Ouais. commencer à jouer avec leurs reflets aussi. Mhm. Donc une hypothèse, c'est que soit certains chiens en sont capables, d'autres non, de se reconnaître. Une autre hypothèse que j'aime bien, moi, c'est qu'on met tellement tout et n'importe quoi sur nos chiens, des colliers, des harnais, des bombes de sambon, qu'honnêtement, une petite pastille rouge, ils s'en fichent. D'accord. Oui, il Par est contre, habitué à ne pas avoir de contrôle sur son sur ce qu'on apparence. lui met dessus, quoi. Ouais, Voilà. d'accord. Donc peut-être que c'est un test qui n'est pas adapté aux chiens. Mhm. Et de l'autre côté, on a certains tests, par exemple, où on va mettre un panneau avec 3 ouvertures, un qui est trop grand pour le chien, enfin où il peut passer très largement, un qui est à sa taille, un qui est trop petit, et on met une friandise euh, de l'autre côté de chacun de ces trous, et le chien va passer normalement, enfin la plupart des chiens vont passer par les trous qui sont soit trop grands, soit à leur taille. Ils vont pas essayer de passer par le petit, ils sont conscients qu'ils sont trop gros pour passer par là. D'accord. Donc ça, c'est une certaine conscience de soi. Euh, Parce qu'on Pareil, dans on a certaines souvent vu tâches. des chiens quand même qui sont au bout d'une laisse et qui comprennent pas qu'il faut pas tourner autour du panneau stop. Oui, il y Et a ça aussi, ça, on justement. se dit là quand même, là ils sont extrêmement cons. Ou est-ce que c'est nous ayons des critères qui sont pas adaptés voilà. Ça, c'est un truc qui est encore plus drôle, c'est ce qu'on appelle les tâches de détour. Donc quelque chose qu'on fait, c'est qu'on prend une barrière en V, comme ça, on met le chien à l'intérieur du V, et une friandise ou sa balle préférée de l'autre côté. Ouais. Et le chien a la possibilité de contourner le V pour aller chercher sa balle. Si le chien est placé à l'intérieur du V, vraiment très proche de sa balle, la plupart des chiens vont s'acharner à essayer de passer à travers la grille, à travers le V. Si on les met par contre à l'entrée du V, ils contournent. Ouais. Ouais. Bon. Donc dans certains cas, ils sont conscients de leur environnement, dans certains cas, non. Ah, 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 comment dirais-je, c'est littéralement un problème de prise de recul. Oui, effectivement. D'accord. Et pour le coup, je trouve que ça rejoint bien ta question qui était de est-ce qu'on sous-estime ou est-ce qu'on surestime nos animaux. Quelque chose qui est très à la mode depuis le début des années 2000, c'est les études comparatives entre chiens, loups, humains et grands primates. Mhm. Parce que, il y a deux effets. Il y a l'effet de l'environnement et il y a l'effet de la biologie et de l'histoire évolutive. C'est-à-dire que lorsqu'on compare des grands primates et des humains, on compare un peu l'histoire évolutive. Quand on compare des loups et des chiens, on compare une histoire évolutive. Par contre, quand on compare un chien et un humain, Oui. on va voir justement l'effet de l'environnement et ce que deux espèces différentes vivant dans un même environnement vont produire, quoi. Ouais. Et quelqu'un a soulevé un truc important que tu sais mieux que moi, hein, qui est que l'Umwelt n'étant pas le même, les sens principaux du chien et du l'humain n'étant pas les mêmes, bon, nous on est basé beaucoup sur la vue, me semble-t-il, et le chien, évidemment, plus sur la truffe. Donc le test du miroir, puisqu'il n'y a pas d'odeur, c'est pas bête pour lui de se dire, bah non, il n'y a rien. Oui, mais cela dit, on a d'autres animaux qui arrivent à le passer alors que l'odorat est très important chez eux aussi, hein. Ouais. Comme je disais, les éléphants, Ok. ils arrivent très bien à le passer. Donc ces disciplines-là, juste pour finir là-dessus, est-ce qu'on a des exemples de grands progrès bah, dans l'éthologie animale et canine en particulier? Est-ce qu'il y a un truc là, qui, ces 5 ou 10 dernières années, a été une révélation, un grand changement de paradigme, ou un truc qu'on ne soupçonnait pas et qu'on a découvert? Pour qu'on voit un petit peu où se situent les travaux. Alors, il y a un truc qui commence à donner des résultats. On arrive à faire passer aujourd'hui des IRM à des chiens qui ne sont pas endormis. Oui.
Donc on arrive à voir comment fonctionne leur cerveau quand on leur présente des images et différents stimuli. Et on voit que c'est pas forcément les mêmes zones du cerveau que chez l'humain qui sont activées dans certains cas. Dans d'autres cas, on voit qu'au contraire, ce sont les mêmes images. Euh, Après, pour moi, une grosse révolution qui est concrète dans mon métier, c'est toutes les études qui sont menées par une dame qui s'appelle Claudia Fugazza, une italienne, hein, enfin, ça s'entend dans le nom, Mhm. qui a vraiment développé une méthode d'éducation qui s'appelle le Do as I Do, et qui a carrément passé un doctorat pour explorer cette méthode. Et aujourd'hui, c'est une éthologue vraiment très respectée dans le milieu du chien, et qui nous aide à découvrir des capacités de mémorisation des chiens qui sont incroyables. Par exemple, donc le Do as I Do, c'est une méthode d'éducation. Donc, On en demande au anglais, chien, ça veut dire fais comme moi. voilà, fais ce que je fais. Et donc, c'est une méthode d'éducation, c'est vraiment pour apprendre au chien à produire des nouveaux comportements, hein. Donc, on met le chien dans une position pas bouger, on lui demande de rester, de nous observer. On va faire une action, par exemple, il y a 5 objets face à nous, on va prendre un objet et le déplacer. Une deuxième personne va replacer l'objet à sa place. On va revenir au chien, lui dire fais-le, et le chien va aller prendre l'objet qu'on a montré et le déplacer là où on l'a déplacé. Ok. Alors, on ne parle pas de vraie imitation. On parle plutôt d'imitation fonctionnelle, parce que le chien ne va pas utiliser sa patte pour transporter l'objet, il va plutôt utiliser sa gueule. Et je m'en voudrais de ne pas faire cette précision-là. Mais voilà, les chiens sont capables de faire ce genre d'apprentissage. Et encore plus bluffant, bah, Claudia a réussi à démontrer que on peut amener un chien le lundi matin à 8 heures du matin, on le fait rentrer dans une pièce, on lui demande de ne pas bouger, de nous observer faire une action, et puis on rentre chez nous. On revient 24 heures après. Une fois dans la pièce, on dit au chien fais-le. Le chien va reproduire l'action qu'il a vue une seule fois faite 24 heures avant. Alors, ce sont des chiens qui sont entraînés à Oui. ça. Oui. Tentez pas avec Yuki à la maison, ça marchera pas comme ça. Mais par rapport bah, justement aux capacités d'observation euh, du chien, à sa capacité de mémorisation, à sa capacité bah, d'interpréter la finalité d'un comportement humain pour essayer de le reproduire derrière, et dans la communication entre humain et chien, c'est quelque chose qui est formidable. Et Claudia D'accord. Fugazza, même si elle est italienne, fait des conférences aussi en français. Et c'est un régal parce que c'est quelqu'un de génial à écouter. Très bien. Est-ce que tous les chiens sont égaux dans la capacité qu'on a à leur faire comprendre ou faire apprendre des choses? C'est-à-dire qu'il y a quand même des chiens qui ont une grosse tête et d'autres qui ont un cerveau de la taille d'une noix, quand même, hein. Est-ce que ça joue? Est-ce que les chiens très petits sont un petit peu cons? Pas Pardon de le dire forcément comme après. ça, pardon à tous les gens qui ont des chiens tout petits, c'est une vraie question que je me pose, un peu bête. Est-ce que ça joue? Alors, jusqu'à, je dirais, 5 kilos, ça pose pas beaucoup de problèmes. Mais en dessous, par contre? 4-5 kilos, ça pose pas de problème. En dessous, on a quand même des pistes et où on pense que ce qu'on appelle un hypertype, de sélectionner des chiens vraiment trop petits, bah, ça joue sur le développement du cerveau. Il y a Ouais. clairement, chez les chihuahuas notamment, des très petits modèles, certains chiens qui font moins d'1 kilo, et le cerveau peut pas se développer normalement, quoi. Et on a des problèmes de comportement qui sont sûrement liés à un problème au niveau du cerveau. Par contre, d'un chien de 5 kilos à un chien de 120 kilos, la taille du cerveau fait à peu près la même. C'est très petit en fait un cerveau de chien. C'est assez dingue ce qu'ils arrivent à faire malgré un cerveau qui est tout petit. Euh, et effectivement, après, il y a des chiens qu'on va souvent dire plus malins que d'autres. Mais il faut comprendre dans quel but telle race a été sélectionnée. Euh, Oui. voilà, si on prend Les un chien de comportements ont berger. aussi un côté atavique. Il y a des choses qui te font spontanément et d'autres qui ne font pas parce que leur lignée est faite comme ça, quoi. C'est ça, et on a vraiment joué sur le comportement au niveau de la sélection à tel point que dans certaines races de chiens, il existe des tests qu'on appelle les tests d'aptitude naturelle, et où ces chiens sont censés réaliser ces tests sans avoir jamais été présentés à cette situation avant. Par exemple, ma chienne Lumi est un collet à poil court, donc c'est un chien de berger. Le test d'aptitude naturelle, il y a des moutons qui sont là, et on est censé avoir un chien qui naturellement va aller vers les moutons, va essayer de les cerner, de les contourner. Voilà. Si on met un basset ou un Yorkshire devant, il va peut-être aboyer après, mais il y a moins de chances qu'il ait ce comportement-là que le collet ou le border collie. Certaines races de chiens, on les sélectionne pour la réaction au coup de feu, pour la réaction face à une proie, est-ce qu'ils arrivent à se mettre à l'arrêt. Donc ça dépend vraiment de la race de chien. Et du coup, bah,
Si on a pris un chien, je prends une caricature, mais si on prend un chien de traîneau, un husky par exemple, pour prendre un race qui est assez connu, souvent les maîtres se tapent la tête contre les murs en termes d'éducation, parce que c'est des chiens qui sont pas sélectionnés pour travailler avec de l'humain. Ils sont Oui. sélectionnés pour courir et être assez indépendants. De l'autre côté, bah, quelqu'un qui prendra un chien très très pot de colle, très centré sur l'humain, si il veut l'emmener pour travailler au pistage, travailler à la recherche d'odeur, qui demande une certaine indépendance chez le chien, bah, des fois le chien aura du mal à se décrocher de son humain, à aller chercher l'odeur plus loin, quoi. Du coup, en fait, Donc on va le trouver moins intelligent dans cette tâche-là. ouais, ça m'évoque d'autres questions. Du coup, enfin, au fur et à mesure, en direct, j'ai les questions, mais qui sont plus liées qui sont plus liées à l'éthique. Peut-être pas forcément de réponse ou pas forcément envie de répondre, mais euh, quelqu'un qui a un petit appartement et qui a un ou deux gros chiens comme des huskies en appartement, qu'est-ce qu'on doit en penser? Est-ce que c'est éthique d'avoir un chien lorsqu'on le laisse enfermer 10, 12 heures, voire 23 heures par jour dans un petit appartement? C'est ça, enfin, c'est la deuxième partie de la question en fait qu'il faut se poser. Quelqu'un qui vit en appartement, mais qui a un travail où il peut emmener son chien. Je sais pas, par exemple, un agent de sécurité cynophile. Oui, C'est oui, pas un milieu qui est très bien payé, c'est des gens qui peuvent vivre en appartement. Cependant, bah, Toutou, il travaille avec papa toute la journée pendant 8 heures. oui. Il est en balade et le chien peut être très heureux. Après, bon, tout dépend des méthodes d'éducation, mais un chien en appartement peut être très heureux s'il a un maître très disponible. Et un chien qui vit en maison peut être très malheureux s'il a des maîtres justement qui ne le voient jamais. J'ai beaucoup plus de problèmes de comportement graves avec des chiens qui vivent en maison et avec un très grand jardin euh, qu'avec des chiens qui vivent en appartement. Le chien en appartement, bah, ne serait-ce que pour qu'il fasse ses besoins et qu'il fasse pas ça dans la maison, enfin dans l'appartement, bon, on va le sortir le matin, on va le sortir le midi, on va le sortir le soir, on va le sortir avant de se coucher. Pendant la promenade, il va rencontrer des gens. Oh, qu'il est joli, le Yuki, il est gentil, on peut lui faire des câlins. Il va rencontrer des copains chiens avec qui il va pouvoir jouer. Les Oui. maîtres, bah, vu qu'ils sont dehors avec leur chien, en principe, vont en profiter pour jouer un peu avec lui, pour le stimuler. Tandis qu'un chien qui vit dans une grande maison avec 15 hectares de terrain, bah, le maître, quand il rentre à la maison, c'est ouais, allez, bonjour Yuki, oh m'embête pas, pourquoi tu me sautes dessus? Bah, vu que t'es chiant, je te laisse dans le jardin. Et on a un chien bah, qui saute partout, qui est pas socialisé, qui va bouffer n'importe quelle personne qui rentre à la maison. Et donc, ce qui est éthique, c'est pas forcément l'espace que l'on donne à l'animal, même s'il y a des limites, c'est surtout le temps qu'on va passer avec lui. Ok. Et j'avais une deuxième question, mais je l'ai pas retenue. Qu'est-ce que je voulais en lien avec ça? Ah, si, c'était les chiens de race. Euh, Tu sais très bien qu'il y a, il y a des races qui ont des problèmes de santé plus que d'autres. Des chiens qui respirent mal, d'autres qui ont des problèmes de bassin, etc. Est-ce que c'est éthique de transformer des animaux et puis après de les élever et de les faire se reproduire et de les vendre en sachant qu'ils vont souffrir? Est-ce que c'est une problématique qui est présente dans le métier? Parce que Ah bon, oui, bien sûr. ton avis perso, il est intéressant, mais surtout, voilà, par rapport au métier d'éducation, tu es forcément en lien avec des éleveurs, je suppose. Eux-mêmes, ils aiment les animaux, donc je vais pas les accuser de... Mais bon, quand on vend des chiens, qu'on fasse réduire comme ça et qui ne respirent pas bien, peut-être qu'on devrait avoir envie de ne pas le faire. Alors, le principe... Alors moi, je suis un grand défenseur des races de chiens. Je Mhm. me fais critiquer par certains collègues par rapport à ça, mais moi, pour moi, les différentes races de chiens sont un patrimoine culturel et biologique. À partir de là, la plupart des races de chiens sont nées à la fin du 19e siècle. Et pour déterminer ce qu'était une race de chien, on a créé ce qu'on appelle des standards. Ça décrit factuellement à quoi doit ressembler le chien. Et ensuite, il y a eu des concours de beauté, ou plutôt ce qu'on appelle des concours de conformité aux standards. Et plus un chien correspond à la description, plus il a des chances de gagner. Mhm. Et plus il gagne, bah, plus on peut vendre ses chiots. Et le problème, c'est qu'on a vu sur certaines races, même beaucoup de races, se développer ce qu'on appelle des hypertypes. C'est-à-dire que les éleveurs ont tellement voulu coller aux standards de la race que bah, ça a amené à des abus, effectivement. Et maintenant, on a effectivement des chiens qui n'arrivent pas à respirer normalement. On a chez certaines races, comme le bulldog, des femelles qui n'arrivent pas à mettre bas sans césarienne. On a certaines races de chiens qui sont parties en cacahuète. Bah, l'exemple qu'on aime bien prendre, c'est le berger allemand avec le cul au ras du sol. Voilà. Parce que dans le standard de la race, il y avait marqué que le chien doit avoir euh,
une fois qu'il est debout, puissante et portée vers l'avant. Bah, pour qu'il soit puissant, il faut qu'il soit un petit peu en appui sur les pattes arrière, et les éleveurs ont commencé à faire des fesses qui étaient de plus en plus basses, jusqu'au point où aujourd'hui on a certains éleveurs qui ont des chiens qui sont surbaissés. C'est limite des chiens pour amateurs de tuning, quoi. Alors encore heureux, beaucoup de races, dont le berger allemand en tête de file, ont commencé à redresser un peu la barre, à ne plus prendre des chiens qui sont dans l'hypertype, mais d'autres races où l'effort n'a pas été fait. Voilà, clairement. Et ça amène des soucis effectivement éthiques. Oui. Et certaines races qui ne sont pas viables en termes de santé, personnellement, je trouve que ces races devraient soit revoir leur politique de sélection, soit carrément qu'on interdise ces races. Par exemple, il y a le Cavalier King Charles, un petit chien tout mignon, qui a maintenant été interdit dans certains pays parce que bah, les animaux ont des problèmes cardiaques, ont des problèmes de respiration. Et oui, c'est pas éthique de faire vivre ces animaux-là, quoi. Voilà. Bon, je pense qu'il fallait qu'on l'évoque. Il y a Blind Vador qui pose la question des chiens d'aveugles. D'abord, est-ce que les chiens aveugles sont malheureux? Parce que bon, ils travaillent toute la journée, hein, c'est des chiens qui travaillent. Et le travail, ça rend malheureux, hein, c'est connu. Mais voilà, est-ce que toi, tu t'occupes de ça? C'est un programme spécifique, je suppose, entraîner ou préparer, je sais pas comment on dit, un chien aveugle. Est-ce que tu Chien peux guide, ouais. nous en dire deux mots? Alors, moi, je n'ai jamais eu la chance de former de chiens guides. Généralement, ça se fait dans des écoles de chiens guides. Donc, c'est des structures qui élèvent les chiens, qui les éduquent la première année, qui les placent ensuite dans des familles d'accueil pour tout ce qui est socialisation et continuer le travail d'éducation. Et après, les chiens sont confiés à des personnes. Donc, c'est un Mhm. circuit qui est vraiment à part de l'éducation canine. Est-ce que ces chiens sont malheureux? On va dire que ça dépend. Encore une fois, réponse de Normand. Mhm. À ma connaissance, je suis un petit peu dépassé sur la formation des chiens guides. Ça fait quelques années là que je me suis pas intéressé à est-ce que ça a évolué ou pas. Mais à ma connaissance, en France, on était un petit peu en retard par rapport à d'autres pays sur la formation des chiens. On avait encore certaines écoles qui pouvaient être un peu dans des méthodes d'éducation un peu maltraitantes. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à faire évoluer ça. Donc c'est peut-être pas du tout le cas encore aujourd'hui. Et après, une fois en contact avec la personne malvoyante, bah ça va dépendre de la personne à qui on les confie et de Bien comment sûr. cette personne était formée à gérer ce chien. Pour le coup, on a un chien, certes, qui a un métier, et lorsqu'il est en train de guider euh, la personne, bah, c'est un métier où il y a beaucoup de frustration. Il ne peut pas aller voir des copains quand il est en promenade, il ne peut pas renifler les odeurs comme il veut. Oui. Mais si on a un maître qui est raisonnable à côté, bah, le maître est censé régulièrement lâcher son chien et lui donner l'activité dont il a besoin. Et pour Oui. le coup, bah, dans ce cas-là, on a un chien qui est tout le temps avec son maître, qui a des rythmes d'activité qui sont normaux, mais c'est quelque chose qui est quand même très exigeant. Ouais, donc c'est pas tout rose, c'est pas une réponse C'est du chien de facile. travail. Ouais. À ce compte-là, je peux aussi parler de ma chienne, Lumi, qu'on voit dans certaines de mes vidéos. C'est une chienne de travail aussi. C'est une chienne qui travaille plusieurs heures par jour, qui est mise en contact avec des chiens des fois agressifs. Alors, je fais ce que je peux pour la protéger, hein. Je touche du bois. Elle n'a jamais été encore trop bousculée dans le métier, mais mine de rien, elle doit des fois bah, avoir des chiens qui lui aboient dessus de plus ou moins loin, qui sont très tendus à son approche. Et malgré tout, elle doit rester calme, elle doit rester concentrée sur moi, réussir à se détendre, ne pas transmettre de stress à l'autre animal, et elle fait quand même des sacrées journées. Alors j'ai D'accord. certains clients qui me disent: Oh, Lumi, elle a une vie rêvée, elle est tout le temps avec son maître, elle rencontre des copains toute la journée. Oui, mais il y a aussi une partie où bah, elle bosse vraiment Et du coup, et elle ça lui demande de détient prendre sur elle. des parts de l'entreprise, hein. C'est ça, et je la paye une fortune en saucisses. J'imagine bien. Alors, un petit mot sur France 3. Tu faisais des chroniques, donc tu as ta chaîne YouTube, tu faisais en quoi c'était différent de bosser chez eux que de bosser sur YouTube? Bah, la télé. C'est-à-dire que je faisais une petite chronique qui durait 5 minutes, et je devais parler à des gens bah, qui regardaient juste la télé comme ça, qui n'avaient pas spécialement d'intérêt pour le sujet que j'allais Oui. aborder. Donc je devais rester sur des sujets très, très superficiels et plutôt impactants finalement pour les gens, même si c'est des gens qui n'étaient pas intéressés par les chiens ou les animaux
en règle générale, parce que je faisais pas ma chronique que sur les chiens. Ouais. Tandis que sur YouTube, bah, c'est la liberté. Je fais une vidéo de 45 minutes qui parle de la punition. Et ben, j'ai pu faire ma vidéo de 45 minutes et c'est génial. Alors, Et je sais que je parle à des gens qui sont à minima intéressés par ce que je raconte. la punition, j'irai voir, ça m'intéresse. Même pour les humains, je cherche à faire un sujet sur la place de la punition dans la justice avec un philosophe ou une historienne que j'ai pas trouvé. Ça n'a rien à voir. Bah, sur le côté éthologie, ça peut être très intéressant. Et Oui, sur notamment plein de sujets, c'est en intéressant. psychologie comparée. Ouais. Et donc, tu faisais des sujets voilà, donc, un peu bordés, voilà, faut faire attention à comment on parle. Et t'es arrivé Stéphane Alix, qui est le grand gourou du livre français. C'est un des plus grands best-sellers de livres en France. Et Ouais. qui prétend à chaque bouquin qu'il a démontré que la science prouve que la mort n'existe pas. Bref. Et toi, tu as fait un sujet, donc on va en parler, voilà, de le bullshit. Parce qu'on est en chaîne des zététiques. Il y a quand même des gens qui font un peu n'importe quoi autour de tout ça. Et un peu comme on peut en voir avec la communication facilitée avec les handicapés, où des gens viennent dans les familles et font dire n'importe quoi, enfin, font dire ce qu'ils veulent, qui ressemblent à n'importe quoi, à ces gens qui ne communiquent pas, bah, un animal, il va pas pouvoir dire ah non, mais attends, excuse-moi, Geneviève, mais c'est pas ce que j'ai dit. Et donc, on a et carrément les médiums. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as dit? Alors, ceux qui veulent l'histoire complète iront voir la vidéo de J. Milgram ou ta chaîne où tu en parles peut-être, j'ai pas fait gaffe si tu en parlais. Non, je n'ai pas fait. Voilà. En 2 mots, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, avec le recul, que ça fait quand même quelques mois, bah, soit si tu as eu des réactions de différentes personnes, ou toi, ce que tu en retires. Mais voilà, rappelle-nous un peu l'histoire. Alors, l'histoire, donc ça faisait 18 mois que je faisais des chroniques pour France 3 Régions. Ça se passait très bien, je m'entendais bien avec l'équipe. On avait déjà reçu une sophrologue et bon, j'avais été un peu gêné. J'avais envoyé un mail à l'équipe en disant, bon, j'aimerais bien au moins ne pas être sur les mêmes émissions que des gens comme ça. Et là, je reçois donc le programme des prochaines émissions qu'on va tourner, la liste des invités, je me renseigne, je vois donc ce monsieur, Stéphane Alix. Je me renseigne sur ce qu'il fait me dérange profondément parce que, bah voilà, il avance qu'il existe des preuves scientifiques claires qu'il existe une vie après la mort. Il serait venu juste pour parler de ses expériences personnelles, j'aurais eu aucun souci avec ça, j'aurais fait une petite chronique tranquille dans mon coin, Oui. et s'il croit la vie après la mort, On a le il a droit. autant de raisons d'y croire que moi de pas y croire. Mais là, voilà, c'était le fait qu'il allait dire qu'il y avait des preuves scientifiques, que ça y est, c'était bouclé. Et puis, c'est un monsieur qui était journaliste, donc il y a quand même une certaine aura. Il y a un certain argument d'autorité quand il parle. Mhm. Et je savais qu'il n'y aurait pas de contre-discours. Cependant, bah, c'était pas ma place en tant qu'éducateur canin, en tant que petit chroniqueur, de faire ce contre-discours. Donc j'étais très embêté. D'ailleurs, je t'avais envoyé un mail à l'époque pour savoir, mais tu n'avais pas eu le temps de le voir, Mais malheureusement. voilà, Donc j'ai un peu improvisé. Ouais. Ah, Mais comme quoi, j'avais anticipé avant, j'avais essayé de bien faire les choses, c'est tout ce que je c'est veux vrai. dire. Donc j'ai fait à ma sauce, et je me suis dit, je peux pas parler de vie après la mort, c'est pas logique. Donc j'ai trouvé un lien avec ce qu'il racontait en passant par la communication intuitive. Donc la communication intuitive, certaines personnes prétendent pouvoir entrer en télépathie avec les animaux et régler les problèmes de comportement comme ça. Donc de parler de ce sujet, ça me permettait de parler des biais cognitifs, des biais de confirmation, de l'effet Barnum, et en gros, de dire qu'il n'y a aujourd'hui aucune preuve scientifique que ça peut se faire et qu'il y a des façons beaucoup plus parcimonieuses d'expliquer ce que ces gens trouvent. Très Parce que bien. mine de rien, les gens qui font de la communication intuitive, c'est très souvent des gens qui sont de bonne foi. C'est des gens qui sont passionnés par les animaux, donc qui s'y intéressent, donc qui savent interpréter des comportements Oui, en d'animaux plus, et oui. grosso modo lire leurs comportements. C'est des gens qui connaissent, consciemment ou non, les différents conseils de base qu'on peut donner en éducation canine. Et généralement, dans une communication intuitive, on va retrouver les conseils de base qu'on donne en éducation canine et ça va pas pisser plus loin, quoi. Voilà. Oui, donc c'est pas des gens qui vont vraiment donner des conseils dangereux, c'est juste que le décorum et tout valide des croyances qui ont. Ils peuvent donner des conseils dangereux, ils peuvent aussi peuvent. donner des conseils vétérinaires, dire aux Ah, gens, votre ouais. animal, mais non, c'est le médicament que le médecin donne qui le rend malade. Non, non, ça peut partir très loin, hein. Bien sûr. Moi, j'ai vu des folies, hein, j'ai vu des dingueries là-dedans. Euh,
Donc non, non, ça reste quand même très dangereux. Mais pour revenir à la chronique, donc moi je suis resté vraiment sur la surface du problème, puisque mon idée c'était plutôt de dire, voilà, certaines choses sont pas vraiment démontrées scientifiquement. Euh, Malheureusement, il y avait certains parallèles qu'on pouvait facilement faire avec ce que disait Monsieur Alix, Oui. qui était un peu fait pour. Euh, et toujours est-il que suite à cette chronique, ma chronique a été coupée au montage et je me suis fait dégager de l'émission pour être sorti de ce pourquoi on me faisait venir. Voilà, Au donc niveau des bravo. Alors, répercussions tu après, peux me rappeler le nom de l'émission, parce que j'ai pas retenu vraiment pour de vrai. c'est Vous êtes formidable Occitanie. Vous êtes formidable, Occitanie. Bah, Occitanie, vous n'êtes pas si formidable que ça, je trouve. C'est un peu triste de ce type de comportement. Du coup, on t'a donné une explication qui était que tu n'avais pas fait ce que tu aurais dû faire. C'est ça? C'est ça, on m'a dit que j'étais sorti du périmètre. Texto, hein, Ouais. dans le mail que j'ai reçu, c'était tu es sorti du périmètre pour lequel on te fait venir dans l'émission. Voilà. J'ai Alors pas que bon, l'impression. j'ai parlé d'animaux et d'une pratique que j'estime être dangereuse autour des animaux, c'est tout. Ouais. Bon, effectivement, ça rentrait en contradiction avec ce que l'invité disait. Mais en Euh, même temps, Stéphane Alix, il n'a jamais participé à une émission où quelqu'un venait le contredire. Il n'a pas besoin. On l'invite parce que ça fait de la vue. Et puis, enfin, voilà. Enfin, c'est, il me il- semble que j'avais vu passer un truc où il était passé chez Christophe Andelat et où Christophe Andelat l'avait un petit peu challengé sur certains points. J'avais vu passer un truc comme ça. D'accord. Mais on date n'est pas spécifiquement euh, entraîné à répondre aux gens qui parlent de paranormal, quoi. Enfin, mec, Mm. un sceptique en face, ça serait pas mal. Bon, bref, toujours est-il que bon, donc ça s'est pas bien passé. Qu'est-ce que voilà, en termes de conséquences sur toi, en termes de réaction des gens, soit des journalistes, soit du grand public, qu'est-ce qui s'est passé? Ah c'est un effet stressant, hein, de toute façon, qui s'est passé, hein. C'est qu'ils m'ont dégagé pour que ça fasse pas de bruit. Bilan des opérations, il y a la vidéo de Jimmy Graham qui est sortie, qui fait 250 000 vues. Ah, J'ai reçu beaucoup de soutien. J'ai reçu aussi beaucoup de soutien de techniciens et d'autres chroniqueurs de l'émission, qui étaient dégoûtés que j'ai été dégagé pour ça. Bon, ils en parleront pas oui, de façon ouverte parce ils veulent pas se faire virer non plus. Moi, je veux dire, je faisais ces chroniques pour informer le grand public. C'est pas mon métier d'être influenceur. Moi, mon métier, c'est éducateur canin et j'ai une petite vie comme ça me va très bien. Mais il y a des gens qui risqueraient beaucoup plus à dire que ouais, quand même, c'est pas cool ce qui s'est passé. Il y a Arrêt sur Image qui a fait un article dessus, un article qui est très bien. Malheureusement, Arrêt sur Image est payant, donc ça n'a pas été beaucoup repris. Mais voilà, ça a fait son petit bruit pendant un petit mois. Je sais qu'ils se sont pris des signalements à l'Arcom. Ils ont répondu de façon très langue de bois, puis ça s'est essoufflé gentiment tout seul. Voilà. voilà. Moi, j'en tire quelque chose de positif. Ma chaîne YouTube, elle est passée de 2000 à 11 000 abonnés, youpi. Euh, Voilà, mais mais sinon, c'est non, le non, c'est dommage. Enfin, vraiment, j'aimais bien aller là-bas. Parce que, comme je disais, je m'entendais bien avec l'équipe, les gens étaient sympas, le cadre de travail était cool. Même si c'était frustrant de n'avoir que 5 minutes, mine de rien, de pouvoir passer à la télé, d'être dans cet environnement très cadré, très chronométré, c'était quelque chose qui était sympa. Mais je vais pas me rendre malade depuis y aller, quoi. non, mais c'est quand même, enfin, ça indique bien qu'il y a une forme d'intolérance dans ces équipes et parce que tu étais parfaitement respectueux, tu fais un sujet qui est en lien en plus avec la thématique générale, donc il devrait être content. Ça apporte un contrepoint. J'ignore s'il y a. Est-ce que Alix avait réagi à ta chronique en Oui, il direct? avait réagi Alors, qu'est-ce qu'il y a... Donc oui, il avait juste dit qu'il n'était pas d'accord sur le fait que les médiums, il n'y avait pas de preuves scientifiques que ça marchait. Je fais, écoutez, Ouais. je peux me tromper, mais les informations que j'ai, en tout cas, moi, j'ai rien vu de probant. Ouais. Et après, il avait fini en disant qu'il avait pu discuter avec des mentalistes et que des mentalistes, dont un très connu, lui aurait dit en off que mais ce que font les médiums, les mentalistes ne sont pas capables de le faire. Donc juste, je vais rajouter, écoutez, dans ce cas-là, il y a la vidéo de Clément Fraise qui était très intéressante. Ah bah ouais, mais là, forcément, oui, d'accord. Donc, c'est vexant, là. Tu as les réponses. D'accord, mais pas du tout. Euh, Parmi le bullshit qu'on croise, alors je remercie Clément Soriano qui m'a envoyé un petit message avec une liste. Je vais te donner la liste et je vais te les laisser
réagir, on a encore un petit quart d'heure, sur ce que tu veux. Est-ce qu'on croise de l'homéopathie? Mais bon, c'est plutôt pour les vétérinaires, sa question, mais quand même, comme tu croises des gens, des humains et leurs animaux, l'homéopathie, l'ostéopathie, les fleurs de bac, on a même des remèdes de grand-mère avec du l'huile de coco contre les tiques, apparemment. On a les colliers d'argile, imbibés d'élixir de Bach, apparemment, et donc il me dit, fun fact, c'est de l'argile, les fleurs de Bach, c'est naturel, mais les colliers sont parfois montés sur du nylon, donc du coup c'est pétrochimique. Et puis il a parlé de la Oui, mais télépathie. les colliers en céramique, en fait, c'est parce qu'ils traitent avec des ondes quantiques. En Sérieusement, plus. c'est ce qu'ils mettent. D'accord. Et donc Donc la ça boucle, hein, télépathie, c'est toujours la même team, hein, de toute façon, on voilà. trouve les Et mêmes. tout ça, ça génère beaucoup d'argent. C'est des séances qui sont plus chères que les séances qu'on fait chez un éducateur canin, je suppose. Dans quelle mesure c'est présent, ces pratiques-là, je vais peut-être oublier. Et toi, qu'est-ce qui t'inquiète éventuellement? Ah, c'est pas que c'est présent, c'est que c'est omniprésent. Euh, j'ai quasiment tous les gens qui viennent me voir, quand ils ont des problèmes de comportement, qui ont essayé l'homéopathie, qui ont essayé les fleurs de Bach, qui ont essayé les diffuseurs automatiques de phéromones, qui ont essayé la communication intuitive, qui ont essayé l'ostéopathie. Donc ouais, c'est omniprésent. Alors après, au niveau de l'ostéopathie, c'est un peu particulier dans le monde animalier par rapport euh, au monde humain. C'est que, à ma connaissance, il n'existe pas de formation de kinésithérapie pour animaux. Et les ostéopathes animaliers, la formation, je crois qu'elle se fait sur 5 ans quand même. Donc c'est des gens qui cherchent véritablement à se former, hein. Par contre, oui, il y a des choses qu'on retrouve de l'ostéopathie humaine dans l'ostéopathie animalière. Et c'est un sujet où bah, ouais, il faudra mieux en parler avec les vétérinaires. Mais pour moi, le problème, c'est plus le fait qu'il n'existe pas de kinésithérapie Oui. et de vrais travaux basés sur la science sur les animaux. Et ce qui fait que bah, les ostéopathes animaliers se forment comme ils peuvent. Et Mais l'ostéopathie, il n'y a pas tout qui est acheté non plus. Il y non. a beaucoup de choses qui se retrouvent d'ailleurs dans la kiné. Donc je pense que les bons ostéopathes vont savoir faire la part des choses de ce qui est valide ou pas. Mais comment dénicher un bon d'un mauvais ostéopathe, ça, c'est pas Le encore la bon réponse. ostéopathe par rapport au mauvais ostéopathe, c'est le vieux sketch. Mais euh, est-ce que tu sais pourquoi on n'a pas de kiné? Quand les chiens ont des fractures, les chiens ont besoin de... Ouais, ils ont le même problème que nous au niveau squelettique. Donc il y a besoin d'avoir des gens qui sont formés. Alors c'est plutôt du côté des vétérinaires qu'on devrait avoir ces formations. Est-ce qu'on sait pourquoi ça n'existe pas? Est-ce que c'est un Euh, problème français? Est-ce que c'est pareil partout? Là, honnêtement, ça sort de mon domaine de compétences, donc je sais pas quoi. Merci pour cette réponse. Euh, C'est bien. voilà, mais après, je sais qu'il y a des formations en physiothérapie en école veto qui peuvent exister. Euh, mais j'ai aucune idée de pourquoi ça n'existe pas. Bon, bah, c'est une question que je poserai aux vétérinaires. Je sais pas quand je les recevrai, hein. On discute un petit peu, c'est compliqué d'avoir du temps, mais on va en parler. Je voulais t'exposer un truc. Alors, par contre, il faudrait que je puisse partager mon écran pour le montrer aux gens. Pardonnez-moi, j'aurais dû préparer ça un peu en amont. On m'a montré, parce que c'est pas moi qui l'ai trouvé, quelqu'un qui est druide. Druide animalier, comportementaliste canin, c'est une dame, dit-elle. J'ai ajouté à mes outils de formation de la naturopathie et l'énergétique, pardon pour l'accent, pour une prise en charge globale du binôme, praticienne en fleurs de bac et en aromathérapie, humaine et animaux. Je pratique également la lithothérapie, formée à la radiesthésie, au son énergétique et à la communication animale. C'est tout naturellement que je vous propose de découvrir tout cet univers de la nature pour nos animaux à travers des formations accessibles. Donc elle pratique et elle forme. Et c'est ça qui est un petit peu inquiétant. Je reviens vers... je montre aux gens. Attendez, pardonnez-moi, il faut que je jongle avec des trucs. Hop, je mets ça, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. C'est terrible, hein, Où est-ce que c'est ça? Non, attendez. Comment je fais? Hop, navigateur machin, boum boum boum. Non, mais après, des gens comme ça, c'est pratique parce qu'on Voilà. peut s'en servir comme boussole. C'est tout ce qu'ils font, faut aller de l'autre côté, quoi. Ouais. Donc voilà, les gens sur leur écran, désolé Maxime, tu verras pas, mais les gens sur leur écran voient le site de cette personne. Donc voilà, enfin, elle a bien le droit d'exister. En soi, bon, ça existe, on l'a évoqué, c'est pas un problème. Sauf que cette personne-là,
j'ai le site de la MFEC. Tu sais ce que c'est la MFEC? Mouvement francophone des éducateurs canins. Voilà. Donc le mouvement francophone des éducateurs canins, quand on va sur leur page, alors pardonnez-moi parce que du coup leur site est mal foutu. Je voulais voir voilà, la liste du conseil d'administration. Cette personne, eh ben, c'est la présidente. La présidente du mouvement francophone, professionnel francophone des éducateurs de chiens de compagnie. Donc le mouvement, alors tu me diras quelle est la place de ce mouvement dans ton métier, mais si ça ressemble à un syndicat important, la présidente, eh ben, elle est complètement dans le bullshit intégral. Alors ça, t'étais pas au courant. C'est la surprise que je t'ai réservée. Je voulais te faire réagir à ça. Si jamais c'est gênant pour toi, pour X raisons, je peux comprendre. Mais voilà, moi, je me dis, mince, ça pose problème par rapport au métier. Est-ce que le métier est corrompu? Le métier n'a aucune formation et information scientifique. Et autant te dire que moi qui essaye de militer à mon niveau contre euh, justement la communication intuitive, l'homéopathie, les fleurs de bac et compagnie. Alors, je suis tout petit dans le milieu des éducateurs canins, mais le peu de gens que je connais trouvent que je suis trop fermé, que je suis pas assez ouvert. Voilà. Je pense vraiment qu'une très grande majorité des éducateurs canins en France adhèrent à ce genre de méthode. Donc je suis pas plus surpris que ça que le MFEC soit, je vais oser le mot, dire gangréné par ça. Mais je suis dépité, quoi. Alors, ce mouvement, tu peux nous dire quelle est sa place dans le métier? C'est important ou? Alors, si je me trompe pas, c'est le plus gros syndicat d'éducateurs canins en France, si je me D'accord. trompe pas. Alors du coup, je te prends un brûle-pourpoint et je m'en excuse. Est-ce qu'il n'y aura pas besoin d'avoir, comme il y a les vétérinaires, d'avoir les aides éducateurs, quelque chose, enfin, des gens qui disent, voilà, on va essayer d'injecter un peu de science et de sérieux, de rigueur dans notre métier et de communiquer dessus pour que les gens sachent qu'ils ont affaire à quelqu'un voilà, qui est Alors, raisonnable. il y a une asso notamment qui essaye de partir sur ce côté-là, c'est l'association Le Chien Mon Ami. D'accord? Et où justement on essaie de mettre plus en avant les vétérinaires, les éthologues et une approche du comportement basée sur la science. Mesdames et messieurs, Voilà. pensez à me réclamer le lien vers le site Le Chien Mon Ami qu'on va donner dans le chat. L'équipe de modération, s'il le trouve, va le mettre. Et je le rajouterai en description parce que voilà, par rapport à cette thématique-là, j'ai pas envie qu'on dise aux gens, voilà, bah non, les éducateurs, c'est un métier tout pourri, ne le faites pas, restez chez vous et débrouillez-vous avec des livres de science. Il faut bien que, voilà, que les gens puissent trouver des gens du métier qui soient sérieux. Donc, allez voir plutôt Le Chien Mon Ami. Et là, il y a un réseau. Oui, il y a un réseau et donc c'est des gens en tout cas qui s'inscrivent sur le site et qui signent une charte en disant qu'ils sont plutôt orientés vers ça. Après, les gens font ce qu'ils veulent aussi derrière, hein. Il y a des gens dans l'asso aussi qui sont très très branchés, communication intuitive aussi. Voilà. Mais vous allez les Malheureusement, virer, c'est c'est pas grave. partout. Ouais. Non, je déconne. Non, il n'y a pas de raison puisque c'est des gens qui justement cherchent à s'intéresser. Regarde, Donc je vois pas l'intérêt voilà. de les excommunier. Au contraire, si on les excommunie, on Je pourra précise que c'était pas une blague discuter et avec. qu'évidemment, il faut accueillir les gens et leur expliquer voilà, pourquoi c'est intéressant d'aller vers des méthodes plus raisonnables parce que on peut évaluer ce qu'on fait, on peut mesurer et en général, c'est préférable. Et pour Euh, rajouter le thème Z dedans, dans un commentaire d'une de mes vidéos, il y a quelqu'un qui a mis un mot que j'aimais beaucoup. Il disait: ce que vous faites, vous devriez vous appeler zététicien. Je trouvais ça sympa. c'est une insulte quand on adresse aux zététiciens les zététiciens et si vous le reprenez à votre compte comme retour du stigmate, je serai Ça serait pas absolument mal. transporté de joie. Et voilà, et intuitivement, mon âme sera comblée si vous faites ça. Une dernière question, puis après tu laisserai le mot de la fin si tu veux revenir sur des choses. Les gens qui disent ah bah mon chien est dominant, donc faut que je lui apprenne à manger après moi, machin, ou alors voilà, enfin à reproduire un peu la structure d'une meute dans la famille pour que le chien sache où est sa place. Est-ce que ça a du sens? Aucun. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Aucun. Alors, en principe, quand j'ai quelqu'un qui arrive et qui me dit je viens vous voir parce que mon chien est dominant, ce qui est très fréquent, je Mhm. dis: qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc très souvent, c'est le chien attaque les autres chiens.
mais c'est plus facile de dire mon chien est dominant, sous-entendu c'est un mâle alpha, c'est un costaud, ça c'est du gros toutou avec des Ouais. coucougnettes, plutôt que de dire bah, mon chien est con comme une pelle, il attaque tout ce qui bouge. Il est con ou Euh, peureux. Enfin, oui, effrayé. aussi. Mais en tout cas, j'ai raté quelque chose potentiellement dans l'éducation de mon chien. Et c'est le chien qu'il faut changer dans son caractère de dominant et pas moi qu'il faut changer dans ma façon Ah oui, d'entraîner mon chien. d'accord. Et après, il y a effectivement des gens qui vont dire bah, mon chien, il monte sur la table qu'on est en train de manger, il monte sur le lit, il monte sur le canapé, il m'empêche de faire des câlins à ma compagne ou mon compagnon. Et bah, dans ce cas-là, c'est plus facile de dire mon chien est dominant plutôt que mon chien est mal éduqué et je n'ai pas réussi à lui expliquer ce que j'attendais de lui à la maison. Alors, je vais pas pouvoir faire un topo sur la dominance là, parce que c'est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs années en termes de vidéos, et je pense que ça fera 3 ou 4 vidéos de facile, une demi-heure à 1 heure chacune. Très bien. Mais en gros, il y a Euh, 2 options. Soit la dominance entre chiens et humains existe, et on s'en fout, parce Ah, que les chiens, on leur laisse très très peu l'occasion de devenir dominants par rapport à un humain. Soit la relation de dominance et de subordination entre chien et humain n'existe pas, et à ce compte-là, bah, ça n'existe pas, donc on s'en fout. Donc généralement, quand quelqu'un me dit qu'est-ce que je dois faire quand mon chien est dominant, bah on s'en fout, c'est pas ça le problème. c'est pas un bon diagnostic. Et pour rappel, les gens dans le chat évoquent ça, l'histoire du mâle alpha qui a été décrit dans une meute de loups est un concept qui a vécu et qui est mort parce qu'en fait, euh, le couple dominant, c'est juste les parents de la meute. C'est les plus âgés, c'est les plus vieux, donc ils dominent parce que bah, ils savent et les petits, pas débiles, regardent, écoutent, copient, enfin voilà, pour apprendre. Donc le mâle alpha est une invention humaine de masculiniste qui ressemble davantage à un logiciel en alpha qui n'est pas en capacité en face béton, donc des gens qui ont des problèmes de contrôle. C'est c'est plus rigolo que ça parce que le côté d'une hiérarchie relativement linéaire chez le loup existe. Mhm. Le côté alpha, bêta, gamma, on est vraiment. Pour moi, la compréhension de ce modèle, c'est l'exemple type de comment la science progresse euh, et qu'un modèle donne juste plus de précision au modèle d'avant, sans pour autant le remettre en question. Mhm. Qu'effectivement, si on regarde une meute de loups, surtout que la plupart des meutes de loups qu'on observait à la base étaient en captivité, on va voir 1 ou 2 individus qui vont monopoliser les ressources, hein, c'est ça être dominant, c'est avoir un accès préférentiel aux ressources alimentaires ou sexuelles ou de n'importe quelle ressource qui a de l'importance pour cet individu-là. Et on va voir qu'effectivement, il y a une hiérarchie avec des individus qui ont de moins en moins accès à ces ressources. Euh, donc au début, on a mis individu alpha, bêta, gamma, on a fait tout l'alphabet grec comme ça. Ensuite, on a vu qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de compétition entre les mâles et les femelles. Donc on a fait une hiérarchie linéaire chez les mâles, une hiérarchie linéaire chez les femelles, et effectivement, le côté de c'est pas possible que une femme ou une femelle domine sur un mâle, euh, il y a des publis où on nous dit qu'il y a une hiérarchie chez les mâles, une chez les femelles et qu'il n'y a pas d'interaction, mais pourtant, quand on regarde les mâles et les femelles, il y a les 2 hiérarchies qui sont côte à côte, mais la hiérarchie des femelles est un peu décalée en dessous. Dans les Là, ça papiers. impliquerait que je reprenne. Ouais, dans les papiers. Et Ouais. je dois avoir un papier là qui doit pouvoir le montrer, mais enfin, ça prendra trop de temps que je le sorte, mais c'est vraiment rigolo à voir. Et effectivement, plus tard, bon, on a vu que il y a une hiérarchie chez les mâles, une chez les femelles, et c'est une hiérarchie logique, entre guillemets, au sein d'une famille, avec le couple reproducteur au sommet de l'hiérarchie, suivi de leurs enfants sur 2, 3 saisons, avec donc les jeunes adultes en haut, enfin, les adolescents, entre guillemets, au milieu, et les bébés tout en bas, quoi. Ouais. Voilà. Donc, arrêtons de plaquer des concepts humains là où il ne faudrait pas. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais nous dire qui sont importants et qu'on n'aurait pas évoqué ou répété? Bah, que éducateur canin, c'est un magnifique métier. Donc ceux qui veulent s'y lancer, je les invite à aller dedans, mais à faire très attention aux organismes de formation auxquels ils feront appel. Il existe des universités aujourd'hui ou des écoles vétérinaires qui organisent des formations sur ça. Donc je vous invite à vous rapprocher plutôt de ces structures à la place de toutes les formations qui prolifèrent à droite à gauche. Donc ça, c'est pour les gens qui souhaiteraient se rapprocher vers ce métier. Et pour les gens qui veulent faire appel à un éducateur canin, soyez prudents, simplement. Il y a un moment, vous n'avez pas le choix, il va falloir faire confiance. Vous allez voir quelqu'un qui se revendique comme professionnel, donnez-lui le bénéfice du doute. Par contre, dites-vous que c'est un métier où les gens sont très souvent mal formés,
ou insuffisamment formés. À mon sens, pour former vraiment un éducateur canin, il faudrait 3 à 5 ans. Euh, donc les gens sont souvent pas très bien formés. Certains sont vraiment mal formés ou dans des méthodes même qui sont juste de la violence envers les animaux. Donc si vous avez une question, si quelque chose vous interpelle, bah, justement posez la question à l'éducateur canin. S'il arrive à vous expliquer et vous convaincre, très bien. Si ce qu'il vous dit ne vous convainc pas ou s'il ne vous donne comme justification que bah écoutez, vous venez me voir, je suis professionnel, faites ce que je vous dis, bah, dans ce cas-là, cassez-vous. Et même si vous avez payé 10 séances, parce que c'est souvent comme ça que ça fonctionne dans les éducateurs canins, ils vendent souvent un forfait, Le biais mais des il vaut coûts mieux s'asseoir. irrécupérables. Ouais. Voilà, c'est ça, un biais des coûts irrécupérables. Il vaut mieux s'asseoir sur 300 ou 400 balles plutôt que de flinguer définitivement la relation que vous avez avec votre chien. Euh, Parce que certaines personnes vont juste faire du mal à votre chien, à la relation que vous avez avec lui, et potentiellement à vous et aux gens que votre chien croisera si votre chien devient agressif suite à ces mauvais traitements. Entendu. Bah, merci pour ces conseils. Vous pouvez aller Merci regarder beaucoup pour Question l'invitation. l'éthologie, la chaîne de Maxime. Et puis, je suppose que quand tu auras fait ces travaux sur la dominance, etc., peut-être que tu pourras faire un bouquin après. Est-ce que les gens lisent encore beaucoup de bouquins Ça finalement? Ça m'a un peu arrive, ça découragé, mais arrive. J'en vends quelques-uns, pas assez, achetez-les, mais ça arrive encore. Bon, bah, merci d'avoir été là, je te libère, je passe au jingle et reste avec moi parce que j'ai plein de trucs à vous raconter autour de la serre septique, il se passe des choses. À bientôt!